Ils ont tout publié. Et pourtant, la vérité est toujours enfermée. On te dit que les Epstein Files sont sortis, que le département de la justice a terminé son examen et que le dossier est officiellement close. Point final. Mais un détail pulvérise cette version. Ce qui a été rendu public ne représenterait qu'environ 50% de ce que le gouvernement possède réellement. Donc non, ce n'est pas une conclusion, c'est une frontière. Et si tu te demandes pourquoi ça te concerne, écoute bien. Quand une institution peut décider ce que tu as le droit de savoir et ce qu'elle peut garder hors de portée du Congrès, ce pouvoir-là ne disparaît jamais. Il s'étend. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Certains documents ont été visibles, puis retirés, puis remis en ligne quelques heures plus tard, comme si quelqu'un surveillait en temps réel ce que le public allait comprendre. Et à ce moment-là, la question n'est plus qu'est-ce qu'ils ont publié. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils ont verrouillé et pourquoi maintenant? Ce qui s'est passé officiellement est simple. Le département de la justice a publié une énorme masse de documents liés à Jeffrey Epstein, puis le Deputy Attorney General Todd Blanche a annoncé que le ministère avait complété sa revue et considérait le dossier comme clos. Comme si le système venait de tirer une ligne finale sur l'une des affaires les plus explosives de l'ère moderne. Mais voilà le problème. Même en admettant que 3 millions de documents aient été rendus publics, ces pages ne représenteraient qu'environ la moitié de ce que le DOJ possède réellement. L'autre moitié reste verrouillée, hors d'atteinte, alors même que le Congrès a légalement exigé ces informations. Et là, la question devient beaucoup plus grande que Epstein. Parce que ce n'est pas seulement une bataille sur des papiers, c'est une bataille sur qui décide de la vérité officielle. Le DOJ affirme « terminé ». Le Congrès répond « Notre enquête ne fait que commencer ». Et pendant que ces deux pouvoirs se regardent dans les yeux, quelqu'un, quelque part, contrôle encore ce que tu peux voir. Alors, demande-toi ceci. Si le dossier est vraiment clos, pourquoi cette guerre commence seulement maintenant? Voici l'affirmation la plus dangereuse dans toute cette histoire. La transparence, ici, ressemble à une stratégie de contrôle, pas à une libération totale. Fact, le DOJ a rendu public environ 3 millions de documents, tout en admettant que cela ne représente qu'environ 50% de ce qu'il possède. Fact. Todd Blanche a déclaré que le ministère avait complété sa revue et que le dossier était clos. Et fact. Malgré ce discours de finalité, des catégories entières de documents restent retenues. Et c'est là que le récit bascule. Parce que si tu voulais vraiment exposer un réseau, tu ne retiendrais pas la moitié des preuves. Tu ne garderais pas sous clé les éléments qui permettent de reconstruire les décisions, les complicités, les protections. Tu ne dirais pas « case closed » en même temps que tu admets. Il manque encore une partie énorme de l'archive. Notice ce qui manque dans cette posture. Une explication qui tient debout. Pas une formule, pas une phrase de communication. Une justification qui répond à une question simple. Qu'est-ce qu'il y a dans cette moitié cachée qui est plus dangereux que tout ce qu'on a déjà vu? Et quand un gouvernement te donne une montagne de pages, mais te refuse la clé du coffre, ce n'est pas une ouverture, c'est un filtrage. Et maintenant, regarde ce qui arrive quand un nom devient trop sensible pour rester visible. Et c'est ici que la situation s'accélère. Parce que ce conflit n'est plus seulement un débat sur des fichiers, c'est une confrontation directe entre deux pouvoirs. Le DOJ qui dit « c'est fini » et le Congrès qui répond « notre enquête ne fait que commencer ». Et fact, un élu, Robert Garcia, a déclaré que malgré la position du DOJ, l'investigation du Congrès est just getting started et que les flèches continuent de pointer vers la Maison-Blanche. Maintenant, regarde ce que ça normalise. Un ministère peut annoncer la fermeture d'un dossier même quand la moitié des documents restent retenus. Il peut définir lui-même la limite de la transparence. Et si personne ne peut forcer l'ouverture complète, alors case closed devient une arme, pas une conclusion. Ce genre de mécanique, on l'a déjà vu dans d'autres crises. On relâche assez d'informations pour calmer la pression, puis on verrouille le reste au nom de procédures, de protection, de sécurité. Ce n'est pas présenté comme un mensonge, c'est présenté comme une gestion responsable. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Quand une institution apprend qu'elle peut survivre en gardant une partie de la vérité sous clé, elle réutilise cette méthode. Encore.
Et encore. Et plus ça dure, plus une chose devient évidente. Ce n'est pas une erreur administrative. C'est un système qui s'habitue à ne jamais tout dire. Et dans ce système, le prochain tournant va être beaucoup plus inquiétant. Et maintenant, on arrive aux détails qui changent tout parce qu'ils ne ressemblent pas à une simple maladresse. Fact. Dans la publication, un document a attiré l'attention immédiatement. Un tableur contenant plusieurs allégations d'inconduite visant Donald Trump. Fact, ce tableur est apparu dans la mise en ligne, puis il a soudainement disparu avant de réapparaître quelques heures plus tard après une vague de réactions. Ce n'est pas une correction tranquille, ce n'est pas une mise à jour normale, c'est un signal, parce que quand un fichier devient visible, puis invisible, puis visible à nouveau, ça ressemble à une main sur l'interrupteur. Et fact, ces éléments ont été décrits comme des types non corroborés, une manière parfaite de diminuer leur poids tout en admettant qu'ils existent. Mais voici la contradiction qui reste coincée dans la gorge. Si c'est sans importance, pourquoi le retirer? Si ce n'est rien, pourquoi le remettre seulement après la pression publique? Et là, tu comprends que le vrai sujet n'est pas uniquement Trump. Le vrai sujet, c'est l'intégrité du lot entier. Parce que si un document peut être retiré en temps réel, alors une autre question apparaît immédiatement. Combien de choses ont été retirées avant même que tu ne les vois? Ce moment-là te force à regarder la publication autrement. Ce n'est plus « voici les fichiers », c'est « voici les fichiers » que quelqu'un a décidé de te laisser voir. Et à partir de là, tout devient plus sombre. Et c'est là que tout commence à se compresser, comme une crise qui prend de la vitesse. Fact. Le DOJ a justifié la rétention de l'autre moitié des documents avec tout un arsenal juridique, dont la Deliberative Process Privilege. Fact. Cette logique sert à protéger les discussions internes, le comment et le pourquoi des décisions. Et fact, des élus accusent le ministère de créer de nouvelles limites qui n'étaient pas prévues par la loi votée par le Congrès. Puis tu ajoutes un autre fait encore plus violent. Fact. Pendant que l'institution invoque des privilèges pour garder certains éléments sous clé, la publication a été décrite comme bâclée sur un point critique, la protection des victimes. Fact. Un permis de conduire d'une victime aurait été publié avec son visage et son nom visible. Fact, près de 20 noms reconnaissables de survivantes auraient été exposés. Donc, on se retrouve avec une image impossible à oublier. D'un côté, une protection ultra sophistiquée pour ce qui concerne les conversations internes et les zones sensibles du pouvoir. De l'autre, une négligence qui met des personnes vulnérables en danger. Et tout ça se déroule pendant que le gouvernement affirme « dossier clos ». Alors, pose-toi cette question, sans détour. Si le système ne contrôle même pas ce qu'il révèle, ou pire, s'il contrôle très bien ce qu'il protège, qu'est-ce qui se passe si ça continue? Et maintenant, imagine que tu sois à la place de ceux qui n'ont aucun pouvoir dans cette histoire. Fact, des survivantes ont vu leurs informations personnelles exposées avec des identités reconnaissables. Fact, une avocate, Brittany Henderson, a qualifié cela de flagrant violation de la confiance et de la vie privée en rappelant que le DOJ avait promis une rédaction complète pour protéger ces femmes. Et fact, la crainte exprimée, c'est que des associés sociopathes d'Epstein puissent encore représenter une menace. Et c'est là que ça devient réel dans ta vie, pas dans les couloirs de Washington, parce que ce genre d'erreur n'est pas juste un scandale médiatique. C'est une alarme pour n'importe quel citoyen qui pourrait un jour dépendre d'un système censé protéger son identité. Tu coopères, tu témoignes, tu parles, et ensuite, ton nom se retrouve dehors, ton visage, tes documents, ta vie privée. Et pendant ce temps, fact, les noms des co-conspirateurs et des hommes qui ont abusé restent largement absents ou inaccessibles ou noyés sous des pages inutilisables. Donc le message implicite est brutal. Ceux d'en haut restent flous. Ceux d'en bas deviennent exposés. Et si ça te semble familier, si tu as déjà eu l'impression que le système protège certains profils et en écrase d'autres, dis-le en commentaire. Parce que ce que tu ressens là, ce n'est pas de la paranoïa. C'est une structure. Et cette structure mène directement à la vraie mécanique du pouvoir. Voilà le point que les infos classiques ne vont pas te dire clairement. Ce n'est pas seulement un scandale, c'est une architecture.
Fact. Le DOJ retient environ 50% des documents, incluant des catégories décrites comme essentielles, des emails récupérés pendant les investigations de 2018-2019, des déclarations d'entretien de victimes et des rapports FBI Form 302. Fact. Certaines pages de cette catégorie ont été rendues publiques mais entièrement noircies, donc inutilisables pour un contrôle réel. Et c'est là que le mécanisme apparaît. Tu donnes au public du volume, tu l'inondes, tu annonces 3 millions de pages, tu crées l'impression d'un tsunami de transparence, mais tu retiens le signal. Tu gardes ce qui permettrait de relier les points. Tu gardes les documents qui expliquent les décisions, les protections, les accords, les raisons. Et le plus important, fact. Parmi les documents mentionnés comme cruciaux, il y a un projet d'acte d'accusation de 53 pages et un mémorandum de poursuite de 82 pages datant de 2007, lié à l'accord de non-poursuite et à l'immunité. Ce n'est pas juste de l'histoire. C'est le mode d'emploi. Parce que si ces documents montrent comment Epstein a été protégé à l'époque, alors ils révèlent aussi qui avait le pouvoir de dire « on s'arrête là ». Et ça, c'est la partie que le système a le plus intérêt à garder dans le noir. Donc, ce que tu vois ici, ce n'est pas une simple rétention d'infos. C'est une manière de contrôler la mémoire collective. Et maintenant, la trajectoire est déjà en train de se dessiner. À partir de là, il n'y a que 2 chemins possibles. Et aucun n'est confortable. Premier scénario, la pression monte, le Congrès continue et cette moitié cachée finit par devenir impossible à retenir politiquement. Fact, certains élus affirment que l'enquête du Congrès continue malgré le case closed. Et si cette dynamique s'intensifie, on peut se retrouver avec une escalade institutionnelle. Plus de demandes, plus de confrontations, plus de tentatives pour forcer l'ouverture. Mais voici le second scénario, et il est plus probable. Le système gagne par inertie. Fact. Selon une analyste juridique, Lisa Rubin, il n'existerait pas de véritable remède légal simple pour que le Congrès poursuive le DOJ à cause du problème de standing, à moins que l'ensemble de la Chambre ou du Sénat ne vote pour agir. Et même l'arme du contempt renvoie à une absurdité. Un renvoi pour outrage serait traité par le même DOJ accusé de bloquer. Donc tu vois le piège. Le DOJ peut dire non. Encore et encore, parce que la structure rend le non presque impossible à casser. Et pendant ce temps, la narration officielle s'installe, on a publié des millions de pages, donc tout est transparent. Mais si ce mouvement continue, la prochaine étape n'est pas une révélation spectaculaire. C'est une normalisation totale du verrouillage. Et la seule vraie question, maintenant, c'est qui fera le premier pas? Quand tout le monde sait déjà que le prochain coup est en préparation. Et voilà la phrase que tu dois garder en tête. Ce n'est pas une affaire de fichiers, c'est une affaire de contrôle. Fact, on te montre des millions de pages, mais on te cache encore l'autre moitié. Fact, on invoque des privilèges comme la deliberative process pour protéger les discussions internes pendant que des informations de victimes ont été exposées. Et fact. Même quand le Congrès exige des réponses, le système semble construit pour résister. Donc, l'histoire entière se résume à un choix silencieux. Donner au public assez pour croire qu'il sait, mais pas assez pour prouver ce qui compte. Et c'est pour ça que cette affaire ne se termine pas avec un case closed. Elle commence avec cette question: qui bénéficie du verrouillage? Parce que quand la vérité devient un coffre, ce n'est jamais l'accident d'un jour. C'est une méthode. Et si tu veux que je continue à suivre cette piste, à décoder ce que les institutions protègent vraiment, abonne-toi et reste ici. La prochaine couche de cette histoire est déjà en train de se former et elle pourrait être encore plus grande que ce dossier.